Bonsoir Kissima, vous êtes journaliste, blogueur. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous sur ce qui fait l'actualité, à savoir l'affaire Charlie Hebdo, un journal satirique français qui a été marqué par un attentat le 7 janvier passé. Voilà, donc en tant que journaliste, en tant que blogueur, comment vous avez suivi cette actualité? Merci Awa. Bon, ce qui est sûr, c'est que il s'est passé un événement qui a été très rapidement récupéré au niveau de la France d'abord par la classe politique dirigeante avec à sa tête François Hollande. Alors, ce qu'il faut retenir dans cet événement, c'est quoi? C'est que les membres de la rédaction d'un hebdomadaire connu pour les libertés qu'ils se donnent par rapport à tout ce qui est conformité sociale, que ce soit d'un point de vue religieux, que ce soit d'un point de vue moral. Alors ces gens, ils ont été victimes d'un attentat décrit comme attentat terroriste, dans la mesure où ça a été perpétré par un jeune qui se réclame de mouvements extrémistes, djihadistes et musulmans ou islamistes. Alors la récupération politique a consisté au fait que François Hollande a décidé de marcher, ce qui est quand même original quand le président de la République décide de marcher. Et par rapport à un fait, par rapport à un événement qui est douloureux, il faut le reconnaître, puisque de toute façon il s'agit de mort d'homme. Mais j'appelle ça récupération politique dans la mesure où le Parti socialiste qui est au pouvoir était quand même en perte de vitesse, il ne faut pas l'oublier. Et ceux qui ont adhéré à cette marche... Dont les présidents africains aussi. Bien sûr, ceux qui ont d'abord adhéré à cette marche au niveau de la France elle-même, sous prétexte d'unité de la nation autour d'une question qu'ils ont considérée comme étant une question nationale, montrent d'abord qu'il s'agit d'un peuple, d'une population française qui s'attache elle-même à ses propres fondamentaux, à savoir ce qu'eux ils appellent la liberté, tout simplement. Maintenant, on peut appeler ça liberté d'expression, on peut appeler ça liberté de presse, on peut appeler ça, je ne sais pas, absence de délit de blasphème ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un pays qui se veut laïque. Se vouloir laïque, il faut le dire en passant, ce n'est pas se vouloir anti-religieux, mais c'est de donner d'abord la liberté à chaque culte d'être exercé, mais également associé à cette liberté d'expression à outrance. Voilà ce que ça a donné comme conséquence. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui se réclament d'une religion qui est l'islam, qui depuis plusieurs années se sentent offusquées, frustrées par le fait que Charlie Hebdo publie régulièrement, ou a publié en tout cas à des moments, des images qu'ils ont prêtées au prophète qui est le plus grand symbole de l'islam. Bien entendu, cela a dû en tout cas exacerber un peu le sentiment de vengeance chez certaines personnes. Si cela a eu lieu, voilà en tout cas de façon très rapide l'observation comment j'ai fait de cette situation. Maintenant les présidents africains qui ont participé à cette marche, il faut faire la part des choses. Il s'est trouvé que parmi ces présidents africains qui sont venus, le président du Mali, celui-là a une certaine dette à l'égard de la France pour en tout cas avoir été assisté à un moment crucial. À un moment crucial face à la menace djihadiste par la France, qui a permis en tout cas de diminuer l'agression djihadiste au Nord Mali et qui a empêché l'avancée en tout cas de la menace djihadiste dans le reste du Mali. Ça, c'était une sorte de dette morale. C'était peut-être le moment pour Ibrahim Boubacar Keïta de rendre la monnaie. Maintenant, il y a eu les autres. Il y a eu Macky Sall, il y a eu le président béninois. Je pense qu'il y a eu peut-être bien d'autres présidents africains. Cela prête à interprétation. Cela prête à interprétation dans la mesure où les Africains eux-mêmes en tant que chefs d'État, ils ont des problèmes à l'intérieur de leur propre pays. Qu'ils n'arrivent pas souvent à résoudre. Eux-mêmes, ils auraient dû marcher. C'est-à-dire que l'initiative de marcher, lorsqu'il s'agit d'un citoyen français
qui a été prise par le président de la République au plus haut sommet de l'État en France aurait pu exister chez les Africains à chaque fois que des Africains, des citoyens africains ont été victimes de tel ou tel problème. On a souvent vu, par exemple, dans nos propres pays, et ça, moi, je l'ai posté quelque part, et je crois que je l'ai mis aussi dans mon blog, le seul fait que des petites filles, des jeunes femmes soient violées régulièrement, tuées, assassinées de façon atroce, cela aurait dû inspirer bien avant cet exemple de Hollande, ça aurait dû inspirer nos chefs d'État pour qu'eux-mêmes organisent des marches à l'intérieur de leur capitale pour dire non aux violences, par exemple, faites aux femmes. Parce que ce sont les maillons faibles de la société qui se trouvent agressés, exposés à tous les dangers. Vous voyez, parce que le danger n'est pas que le danger terroriste. Mais on a l'impression que les chefs d'État africains se sont engagés beaucoup plus dans la lutte contre le terrorisme qui menace l'Occident plutôt que dans la lutte contre la terreur qui menacent leur propre population. Et il y arrive, il y a aussi des chefs d'État africains qui eux-mêmes sont tellement dictatoriaux par rapport à certains de leurs citoyens que beaucoup, je ne suis pas le seul, se sont dit surpris que ces gens-là, au lieu de balayer devant leur propre, partent aux côtés des femmes. Comme... Le résultat, excusez-moi, le résultat n'a pas tardé à se faire sentir lorsque, au niveau de Charlie Hebdo, les gens disent qu'on nous tue ou pas, nous allons encore publier des images pour dire que ce sont des images du prophète. Et la conséquence, c'est que certains ont rapidement compris qu'ils ne pouvaient plus aller au-delà du fait d'avoir marché. C'est le cas au Sénégal. Oui, comme quoi c'est un débat qui relance une fois de plus, la discussion sur jusqu'où peut-on aller en termes de liberté d'expression et liberté de presse, finalement. Oui. Moi, à mon avis, jusqu'où faut-il permettre cette liberté d'expression? D'abord, liberté de dire ce qu'on veut, liberté de s'exprimer. Il y a un paradoxe. Si, au niveau de la France elle-même, cette liberté d'expression est consacrée, pourquoi la consacrer seulement à des gens qui s'attaquent aux symboles, au référentiel de près de 2 milliards de musulmans sur la planète? Pourquoi le permettre donc à ces gens-là et ne pas permettre à ces gens, ces 2 milliards de musulmans, de réagir et de dire non, nous ne voulons pas que nos symboles soient attaqués. Dans notre point de vue, pourquoi par exemple avoir condamné tout simplement un certain Dieudonné qui s'est permis de dire je suis Charlie Koulibaly, un humoriste, qui d'ailleurs, il faut le dire en passant, a souvent été taxé d'antisémite. Donc on dit que vous êtes antisémite. Il a fait une lettre dans ce sens. Voilà. Et on vous taxe d'antisémite. Pourtant, si c'est la liberté d'expression, il avait la liberté de dire je suis Charlie. Il avait même la liberté de faire la quenelle. Vous savez pourquoi? Pour ceux-ci, c'est la liberté d'expression. De l'autre côté, c'est un délit. Si le délit de blasphème n'existe pas en France, par exemple, pourquoi, justement, accepter que certains agressent certains et que d'autres ne puissent pas agresser d'autres personnes? On ne comprend pas. On ne comprend pas pour qui, par exemple, le rôle des défenseurs de cette liberté d'expression. À Mauritanie, il y a beaucoup de gens qui ont certes condamné la violence des attentats pour dire quelque part que l'islam n'est pas une religion de violence et qu'il ne faut pas peut-être forcément commettre des attentats et salir l'image de l'islam. Mais il y en a d'autres aussi qui se sont dit je ne suis pas Charlie parce qu'il ne faut pas s'attaquer à ma foi. Je sais pas comment vous interprétez ces différentes réactions. Il y a beaucoup de Mauritaniens qui ont dit je ne suis pas Charlie, mais je suis aussi contre la violence. Oui, vous savez, le fait de s'identifier à une victime, ce sont des choix. Mais là encore, c'est un vent. Et ce vent qui a existé au niveau de la France a tendance à souffler un peu partout. Où le monde pense qu'il faut copier.
Non, c'est juste qu'il ne faut pas copier. On n'est pas obligé d'être... On n'est pas obligé, par exemple, de s'identifier à la victime. Il faut tout simplement protester, dire je ne veux pas ceci. Dire je suis Charlie ou je ne suis pas Charlie. À mon sens, ça n'a pas d'importance. C'est comme ceux qui, par exemple, prennent à la place de leur photo de profil sur Facebook, ils mettent la photo de quelqu'un qui est en prison ou la photo de quelqu'un qui est mort. Mais vous allez beau mettre sa photo, vous allez beau remplacer votre identité par l'identité de celle-là, vous ne serez jamais cette personne-là. Vous voyez. Maintenant, quand les Mauritaniens disent je ne suis pas Charlie, bon, il faut le comprendre dans le sens où d'abord ils ont des valeurs à protéger. Aujourd'hui, quand on regarde ceux de Charlie Hebdo, si on observe un peu la façon dont ces gens se sont toujours comportés, il faut dire qu'à un certain niveau, à un certain moment, ce sont des personnes, ce sont des journalistes qui ont fait leur choix. Ils ont choisi d'être dans la désinvolture. Ils ont choisi d'être tout simplement dans l'anticonformisme poussé à l'extrême. C'est le choix. Si au niveau de la France, les gens veulent les défendre en disant je suis Charlie, ça les concerne. Et si ces gens disent je ne suis pas Charlie, eh bien, c'est aussi leur réaction qui leur dicte cela. Mais si cela dépendait de moi, pour moi, on n'a pas besoin de dire je suis Charlie ou je ne suis pas Charlie pour dire je suis contre le mal. Parce que la commission du mal, je pense que ce n'est pas du tout le mal. Donc dire quelque part aussi je suis Charlie, bon, peut-être que tu vas me dire que le débat est contradictoire. Est-ce que cela ne veut pas dire aussi que on peut être Charlie dans le sens où peut-être on veut s'exprimer, mais tout en précisant que moi, à mon niveau, je précise que chaque liberté d'expression ou liberté de presse a des limites. Mais aussi, est-ce qu'on peut être Charlie quelque part en termes de solidarité, peut-être contre la violence, mais sans pour autant cautionner et quand même ces attentes ou ces offenses à l'islam et à autres religions? Est-ce que c'est contradictoire dans un sens? En fait, moi je pense que mon avis est très simple à ce propos. Pourquoi? Parce que être Charlie ou ne pas être Charlie, je l'ai déjà dit, ça n'a aucun sens. J'ai besoin d'être Kishima et je suis contre toute forme de violence à pousser à l'extrême. D'ailleurs, quelque forme de violence que ce soit. Je suis contre. Quand on tue des gens, je ne suis pas avec ceux qui tuent les gens. Que ce soit au nom de l'islam, que ce soit au nom d'une autre idéologie, en tout cas, quelle que soit la cause pour laquelle on décide de commettre le mal, je ne suis pas d'accord. Voyez, je ne peux pas m'ériger en justicier tout seul. Ça, je n'ai pas besoin de dire je suis Charlie pour ça. Il y a une justice pour eux. Il y a une justice. Mais c'est un problème culturel. C'est un problème culturel. Prenez par exemple l'islam, tout simplement. Le musulman n'a pas besoin de dire je suis Mohammed. Et pourtant, on l'a vu dans beaucoup de slogans, dans beaucoup de photos. Mais c'est parce que aussi il y a un certain niveau de compréhension. Où les gens ont été tellement touchés peut-être dans leur foi qu'il faut peut-être s'exprimer à travers cette affiche je suis Mohammed. Ils ont pensé qu'il faut renvoyer tout simplement cela comme corollaire, comme monnaie d'échange. Mais regardez là où c'est hallucinant. Mohammed, on ne doit le comparer à nulle autre créature, encore moins à des Charlie. Donc ceux qui ont fait cela n'avaient pas besoin de dire je suis Mohammed. Non, nous aimons Mohammed peut-être. C'est notre prophète. Nous ne permettons pas que qui que ce soit l'attaque dans notre propre dignité. Il est question de dignité. Oui. Donc c'est un débat qui est là. Des intellectuels se sont identifiés à Charlie, d'autres se sont identifiés à bien d'autres symboles. Mais à titre personnel, je dis que c'est un non-sens. Ce n'est même pas que le débat soit contradictoire, mais ce n'est pas ce qu'il faut donner comme réaction. La réaction, ce n'est pas en disant je suis Mohammed que le problème est réglé. Non. Mohammed est au-dessus de tout cela. En tant que musulman d'abord, parce que là, ce n'est plus maintenant le journaliste blogueur seulement qui parle, mais je suis en train de vous parler en tant que
musulman adhérent à une foi musulmane, mais qui a une lecture lucide de cet islam, qui ne va ni à l'extrême, mais aussi qui ne banalise pas tout simplement l'image du prophète. Parce que dire je suis Mohammed, face à des gens qui prennent des images, parce que personnellement je ne reconnais même pas la valeur de ces images-là. À travers ces images, je ne perçois même pas le prophète Mohammed, qui est la symbolique par excellence pour moi de ma foi. Donc, ça n'a aucun sens pour moi le fait qu'on balance entre je suis Charlie, je suis Mohamed, je suis ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il ne faut pas éviter peut-être de tomber dans le piège? Peut-être que c'est une provocation, comme tu dis, ça peut toucher des sensibilités, mais comment résister justement quand on voit que nos interdits quelque part ou notre interdit est caricaturé? Comment faire en sorte que ces musulmans puissent, comme tu le dis, rester lucides? Bon. Est-ce que la meilleure façon ou la meilleure arme, c'est pas de caricaturer, parce que l'autre il caricature et nous aussi on peut caricaturer, par exemple pour lui dire que nous aussi on a nos outils d'expression? Bon, là, tu es en train de me pousser peut-être à puiser dans mes propres lectures. Parce que quelque part, dans le Coran, il est dit La yuhibbullahu jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Dieu n'aime pas que l'on fasse ostentation du mal dans la parole, sauf pour celui qui a été victime d'un tort. Là-dessus, je pourrais comprendre que des musulmans, en réaction à une insulte qui leur a été faite, se mettent à insulter aussi leur vis-à-vis. Je peux le comprendre à ce niveau. Mais quand nous prenons l'histoire même, tout simplement de la vie du prophète, on ne retrouve nulle part des comportements aussi extrêmes de la part de l'envoyé d'Allah qui puissent se justifier sous cette forme que nous voyons aujourd'hui. Des attentats. Ni les attentats, ni la caricature. Parce que la caricature n'est pas du tout dans la culture de nos sociétés d'abord. Ça ne permet de rien m'exprimer. C'est d'autant plus intéressant que l'idolâtrie commence d'abord par la croyance en la véracité d'une image. Or en islam, le premier combat, c'est le combat contre les idoles, contre les représentations, de quelle forme que ce soit, représentation d'une divinité par exemple. Je ne crois pas. Les prophètes, que l'on prenne Ibrahim, il faut le rappeler par le nom musulman, que l'on prenne des gens qui ont tout simplement combattu, si vous voulez, ces représentations-là. Donc la représentation iconographique n'a pas de sens dans la foi du musulman. Maintenant que le musulman veuille copier, parce que aussi il ne faut pas oublier que le musulman copie maintenant, il copie sur l'Occident beaucoup de choses. Il copie même l'expression du férié, l'expression du repos. Des congés. Oui, les congés. Alors que dans la mentalité musulmane à l'origine, le repos, le jour de repos, le jour férié n'est pas consacré. Ça, je l'ai dit aussi. Tu ne prends pas de congé, toi? Non, en fait, le congé, c'est quoi? Le congé, c'est quand vous n'êtes plus au travail, vous êtes dans vos propres activités familiales, dans vos propres activités sociales. Ouais. Parce que tout comportement musulman participe de la dévotion. C'est un peu difficile à développer en 5 ou 10 minutes. Cela demande encore beaucoup de recherche. Tout à fait, peut-être là. Je voudrais dire que le musulman, s'il est croyant, il a d'abord besoin de beaucoup lire, de beaucoup savoir, de beaucoup connaître et de faire beaucoup de recherches, de faire de la comparaison, de faire une lecture logique, aussi bien des paroles du prophète qu'on lui rapporte que des récits de sa vie, et bien entendu de pouvoir aussi comprendre beaucoup de choses à la lumière du Coran, qui est le livre sacré, dont les paroles doivent être prises avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux pour bien comprendre ce qui se passe autour de soi. Kissima, la dernière question, est-ce que vous est facile de bloguer sur toutes les sensibilités, en fait, sur tous les sujets d'actualité et autres? Est-ce que c'est facile de pouvoir donner, par exemple, son avis sur tout, notamment en Mauritanie?
en termes de liberté d'expression. C'est une question tellement intéressante que vous comprendrez pourquoi sur le blog que j'anime. C'est Kissima Blog, KissimaDiagana.blogspot.com. Le titre c'est Nouvelle page. Vous comprendrez que je suis très lent dans mes publications. Avant de publier, je souffre. Je souffre pourquoi? Parce que je me fais beaucoup de pression. Pression morale d'abord, par rapport à ceux qui m'entourent, ceux qui sont susceptibles de lire ce que j'écris, mais aussi une pression formelle par rapport à la manière d'écrire, par rapport au style, par rapport à la forme même du texte, par rapport au choix des mots. Souvent aussi à la véracité des faits, parce que quand tu dis peut-être... Parce que je ne parlerai que de ce qui se passe, de ce que je vois, de ce que je peux vérifier. Ce que je n'ai pas vérifié, je prête toujours cela une source. Là-dessus, ce n'est pas facile du tout de bloguer. Si on veut être sérieux. Pourquoi? Parce que aussi, il ne faut pas agresser les gens dans leur sensibilité. Parce que vous n'êtes pas un donneur de leçons. Vous avez juste une opinion, vous avez choisi une fenêtre, eh bien, vous versez votre opinion dedans. Mais il y a ceux qui peuvent adhérer à votre opinion, mais il y a ceux qui peuvent aussi vous critiquer. Soyez toujours prêts à recevoir des critiques. Rien que des critiques. Mais maintenant, quant à recevoir des grenades ou quant à recevoir des coups de couteau, personnellement, je ne suis pas prêt. C'est pourquoi je fais très attention. Parce que d'abord, je suis croyant. Mais aussi, dans ma croyance, il y a ceux qui partagent avec moi cette même croyance, mais avec lesquels je ne partage pas les méthodes de pratique croyante. Parce que c'est dans la méthodologie maintenant de la pratique de sa propre croyance que les divergences existent. Or, ce sont des détails. Mais il se trouve que sur ces détails-là, beaucoup sont prêts à aller faire le djihad. Donc je ne suis pas prêt à subir le djihad. Parce que tout simplement, sur un détail, on est prêt à m'en vouloir. Et je vous raconte une anecdote. Mon dernier posting. Ça pour dire quoi? En fait, ou bien l'un de mes derniers postings, c'est quand j'ai critiqué la position des avocats qui, au lieu d'aller défendre... Ah, c'est par rapport à l'affaire Birama. Oui, non. Au lieu d'aller défendre les jeunes Moukhétir qui allaient se faire condamner à mort pour crime d'apostasie, tout le barreau est parti se retrouver du côté de Biram. Biram était devenu plus facile à défendre que les jeunes Moukhétir. Or, dans la profession d'avocat, on doit pouvoir prendre son... Tout le monde est défendable. Et tout le monde est défendable, mais ils ne se sont pas permis d'aller défendre ce pauvre jeune homme qui allait se faire condamner à mort juste sur une question de détail. Je dis bien détail. Oui, explique. Pourquoi détail? Parce qu'il a produit un texte. Ce texte a été lu et interprété comme étant un texte blasphématoire. Entre le blasphème et l'apostasie, il faudrait pouvoir donner les justificatifs du point de vue de la religion islamique. On dit qu'il a insulté le prophète. Eh bien, s'il a insulté le prophète, est-ce que l'islam prévoit qu'on le tue? Combien de personnes ont agressé le prophète lui-même de son vivant? Les a-t-on pour autant tués, que ce soit verbalement ou physiquement? Les a-t-on pour autant tués pour ça? Non. Combien trouve-t-on dans le Coran, même en parlant de l'apostasie, que ceux d'entre vous qui seront rendus coupables d'apostasie, Dieu amènera une autre communauté que lui il aime et que eux il aime. Mais ils n'ont pas dit tuer les apostats. Voyez-vous? Et en plus, j'ai dit une autre chose. J'ai dit qu'il y a quelque chose de confus. Sur quelle base on a jugé ce jeune homme? Si on devait le juger uniquement sur la base de la charia, on n'aurait pas besoin d'apporter un avocat qui relève de la justice moderne, le droit moderne. On va me dire que le droit en Mauritanie est d'inspiration islamique, mais il doit être exclusivement d'inspiration islamique ou il ne l'est pas quand il s'agit d'appliquer la charia. Depuis combien d'années on n'a pas appliqué la charia? Pourquoi attendre ce jeune homme? Donc, il y a tellement de matériaux qu'on aurait pu mettre en branle pour montrer tout simplement que ce jeune homme-là avait droit à la vie, non à la condamnation à mort. Encore que, il nous a été exposé un autre texte dans lequel le jeune homme semblait
pouvoir faire une mise au point. Moi, je ne dirais même pas qu'il il s'est excusé. Il semblait vouloir mettre une mise au point parce que j'ai lu le texte en arabe et en français. Donc, on n'aura pas tenu compte de beaucoup d'éléments pour tout simplement faire sortir ce verdict-là, le condamnant à mort. Ouais. Donc tout ça crée un malaise social. Un malaise social qui donne l'occasion aux politiques maintenant de faire de la récupération. Si en France, les gens ont fait de la récupération autour de l'affaire Charlie, ici en Mauritanie, cette récupération est en train d'être faite parce qu'on a vu les marcheurs du vendredi passé venir tranquillement devant la présidence de la République. Pourtant, c'était une foule qui devait être dangereuse. Cette foule, la même foule a été accueillie par le président de la République qui s'est lui aussi permis de dire je ne suis ni Charlie ni Koulibaly. Ce sont des réactions. Moi, je disais que ça n'a pas de sens. Le dire comme ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais le dire devant des foules, c'est politiquement porteur, c'est politiquement vendable. Et on voit de plus en plus ce même président de la République en Mauritanie venir à la rencontre des manifestants lorsqu'on parle de problèmes religieux. Pourtant, les mêmes marcheurs, les mêmes foules, quand elles ont voulu se rendre ici à l'ambassade de France, eh bien, ces foules ont été dispersées pour de la Lacrymogène. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, le malaise social commence par là. Donc, voilà un peu, il y a tellement de choses à dire, mais de toutes les façons, voilà un peu de façon très rapide ce que moi je pense de tout ce dont vous êtes en train de dire. Merci Kissima.